Bonjour Jérôme Lavrieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous étiez le directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Vous étiez un homme de l'ombre, mais un homme clé à l'UMP, inconnu. Et puis soudain, vous êtes devenu celui qui a reconnu publiquement le trucage des comptes de campagne. C'était sur BFM TV, en direct, face à Routel Krief. Le procès Big Magnon aura lieu la semaine prochaine. 14 prévenus, dont vous. Vous êtes poursuivis pour usage de faux, recel d'abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d'escroquerie. Parmi les prévenus, il y aura aussi Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir donc dépassé le seuil légal des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros. Pour venir vous rencontrer, il faut le vouloir. On est à mi-chemin entre Limoges et Angoulême. La première gare est à 1 heure de route. Alors que vous étiez conseiller général UMP à Saint-Quentin, dans l'Aisne, vous êtes aujourd'hui propriétaire de cette maison d'hôte où on se trouve, et c'est en Dordogne. Est-ce que vous avez fui? Non. Objectivement, on peut me reprocher plein de choses, mais pas de fuir. Ni fuir Paris, ni avoir fui mes responsabilités, puisque je pense que je suis à peu près un des seuls dans ce petit milieu à prendre ses responsabilités. Au minimum, vous vous êtes éloigné. Je me suis éloigné ou on m'a éloigné, j'en sais rien. Mais je suis très heureux d'être ici. Et vous dites qu'il faut le vouloir pour venir. C'est 1h45 de TGV depuis la gare Montparnasse et puis 45 minutes de voiture. Mais cela dit, c'est complètement une autre vie. Oui, ça, je vous confirme, c'est une autre vie. Est-ce que vous êtes un repenti? Non, parce que derrière ce terme, repenti, c'est pour la mafia. La question n'est pas innocente. Mais non, je me sens pas un repenti. Je me sens comme quelqu'un qui, à un moment de sa vie, s'est trouvé dans une situation où il n'a pas trouvé le ressort de faire autrement que ce qu'il a fait. Mais en même temps, je suis un citoyen comme tout le monde. Et donc, je dois répondre aux questions que la justice me posera. Je ne me suis jamais dérobé. Et en plus, j'évite, comme dirait un célèbre philosophe qui réside à l'Élysée, de raconter des carabistouilles. Vous évitez de raconter des carabistouilles. Oui. Vous êtes effectivement celui qui s'est exprimé dans ce moment qui est apparu comme un moment de vérité. On le verra puisqu'il y aura le procès. Vous n'avez jamais regretté? Non. D'ailleurs, si vous me permettez de rectifier votre présentation, je ne suis pas convoqué dans le cadre de l'affaire Big Magnon. C'est-à-dire? Mais judiciairement, ça ne s'appelle pas l'affaire Big Magnon. Ça s'appelle l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection de 2012. Pourquoi vous insistez sur ce point? Mais parce que ça explique tout. Parce que ce qu'on vous a vendu en 2014, certaines officines, qui d'ailleurs ont été condamnées pour ça, comme quoi il y a eu des détournements d'argent, des trésors de guerre, pour Copé, pour moi, pour Bastien Milot, je ne sais qui. C'est pour ça que je me suis exprimé sur votre chaîne, chez Routel Krief. C'était pour tordre le cou de ces accusations mensongères destinées à détourner l'attention. Donc, pour tordre le cou à un mensonge, il fallait dire la vérité. Vous avez dit, j'ai fait le boulot qu'on m'a demandé de faire. C'est un TGV qui va de plus en plus vite. Je n'ai pas eu le courage de tirer la sonnette d'alarme pour l'arrêter, mais je n'étais pas dans la cabine de pilotage du TGV. Qu'on m'a demandé de faire, c'était qui? On m'a demandé d'organiser des meetings. Le on, il est clair, c'est dans le dossier. Il y a une pléthore de mails, dont un qui est signé par le directeur de campagne, c'est le type qui est au-dessus de moi, qui fait le lien entre l'équipe technique de campagne à laquelle j'appartiens et le candidat. Donc vous, on vous dit juste... Il envoie un mail au directeur général de l'UMP à la mi-mars, Jérôme Lavrieux en copie, et il dit le président vous demande désormais d'organiser un meeting par jour. Voilà. Heureusement. On était bien incapable, même physiquement, d'organiser un meeting par jour. Vous avez suivi cette campagne présidentielle. Vous avez vu le rythme intense que c'était. Vous imaginez si on vous avait traîné tous les jours dans un nouveau meeting? Mais justement... mais on en a fait beaucoup, plus de 44. On va y revenir parce que mon parcours n'a rien à voir avec ça, mais je ne suis pas là pour vous donner des leçons ou quoi que ce soit, mais en effet, moi je suivais la campagne de François Hollande, qui était votre adversaire. Et je me souviens très bien de ce moment où, dans le camp de François Hollande, ils se sont mis à faire des meetings en plein air, et avec cet argument qui était de dire, comme ça, c'est gratuit, ça coûte pas cher, parce qu'il n'y a plus de sous. Comment c'est possible qu'à un moment, personne chez vous n'ait tiqué?
Je pense, bah si, il y a des gens qui ont tiqué. Si vous regardez le dossier, les experts comptables ont tiqué, comme vous dites. Mais a posteriori, on dit, bah, on s'était pas forcément rendu compte. Oui. Ça tient pas. Enfin, vous venez de le dire, vous prenez une photo du meeting de François Hollande à Vincennes, et le même jour, une photo du meeting géant de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde. C'est exactement de ça. Dans les comptes de campagne, c'est la même somme qui est mise. Impossible. Moi, on me demande d'organiser un meeting place de la Concorde. J'organise un meeting place de la Concorde. Si on me demande à ce moment-là, sans avoir connaissance de tout ça, après, d'organiser des meetings, c'est que je pense, comme tous les gens, comme Attal, comme les petites mains qui ont tout organisé, je pense que si on nous le demande de le faire, c'est qu'on peut le faire. Je ne sais pas qu'en parallèle, on dépense des millions d'euros pour des TGV, pour un avion, un Falcon, pour Internet. Enfin, voilà, on me demande de le faire, je le fais. Mais, comme vous dites, vous regardez la télévision, vous voyez les meetings du camp d'en face. Ouais. Quand il était à Valence, François Hollande, en plein air, et que vous, dans le même temps, vous êtes dans des salles comme une rockstar, vous-même, vous vous dites pas, quand même, il y a un truc qui cloche? Pour mon ego, quand vous dites vous êtes dans une salle comme une rockstar, je travaillais pour une rockstar. Vous, votre camp? Oui, je travaillais pour une rockstar, mais je n'étais pas la rockstar, hein, je tiens à préciser. Mais si vous comparez par rapport à la campagne de 2007, où je n'étais pas, c'est le même standard de qualité. Si vous comparez par rapport aux événements organisés par l'Élysée, c'est le même standard de qualité. C'est d'ailleurs un des problèmes de cette campagne. C'est que ça s'est fait comme si c'était l'Élysée qui faisait. Quand je vous ai demandé qui vous demande, oui. Vous dites, c'est Guillaume Lambert qui m'envoie ce mail. Oui. Vous ne dites jamais, c'est Nicolas Sarkozy qui me demande? Parce que Nicolas Sarkozy ne prenait pas son téléphone pour dire, dites donc, Jérôme, mon Jérôme, demain, je veux aller à Nantes. Tu m'organises un meeting à Nantes? Non, ça ne se passe pas comme ça. Nicolas Sarkozy, il avait autour de lui un comité stratégique restreint, qui d'ailleurs se réunissait à l'Élysée, ce qui, a posteriori, semble un peu bizarre quand même, dans le cadre d'une campagne, où il y avait lui, le secrétaire général de l'Élysée, autour de lui, Franck Louvrier, le conseiller en communication de l'Élysée, Patrick Buisson, monsieur sondage de l'Élysée, qui sera jugé au mois d'octobre dans une autre affaire, des sondages de l'Élysée, Pierre Giacometti, qui sera jugé aussi, Jean-Michel Goudard et Guillaume Lambert. Mais Nicolas Sarkozy, c'est la rockstar. Vous avez repris ce mot. Oui. Est-ce que c'est aussi parce que c'est comme une rockstar, parce que vous êtes tous quand même un peu devant lui sans oser lui dire les choses? Est-ce que c'est aussi ça l'atmosphère de la campagne de 2012? Non, mais, vous avez suivi la campagne de Hollande. Hollande, quand il fait sa campagne, ça n'a rien de péjoratif dans ce que je vais dire. Il est le premier secrétaire du PS. D'accord ? Nicolas Sarkozy, en 2012, quand il fait sa campagne, il est le président de la République en exercice. Vous voulez dire que la relation n'est pas la même? Enfin, c'est pas moi qui parle à longueur d'édito de monarchie républicaine. Je n'ai pas inventé ce terme. Ça reflète une réalité. Et vous ne vous adressez pas à lui comme un premier secrétaire du PS en exercice. Sauf que vous avez toujours dit, et ça fait 7 ans que vous le dites, que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant. Non, j'ai jamais dit ça. Alors? Non, j'ai toujours le droit à la même question. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy était au courant? Je dis ce que je pense n'a aucun intérêt. Je sais juste une chose, c'est que je n'en ai jamais parlé avec lui. C'est bien rodé, hein? Écoutez, on pose suffisamment souvent la question pour que je sache qu'on va me poser la question. Mais chaque mot compte, parce qu'en effet, ce qui compte, c'est que vous ne lui en avez jamais parlé et que vous ne savez pas. Sauf que... Mais comment pourrais-je vous dire que je sais que Nicolas Sarkozy n'est pas au courant, puisque Guillaume Lambert a dit chez vos confrères, récemment, face caméra, qu'il en avait parlé 2 fois avec le candidat. C'est justement à ça que je venais. Complément d'enquête, Guillaume Lambert, le directeur de campagne, dit qu'il a alerté le 7 mars. Je dis à Nicolas Sarkozy de réduire les frais et les postes de dépenses. Donc il était bien au courant, Nicolas Sarkozy. 7 mars, et puis après fin mars, ou début avril, il y a une deuxième note. Oui, et entre le 7 mars, première note, donc il nous a confirmé à la télé. J'attendais ce moment, ça fait 7 ans que j'attends ce moment. Ça fait 7 ans que vous attendiez que Guillaume Lambert dise publiquement? Ça fait 7 ans que le salopard que je suis, sur qui on fait tout peser sur mes belles épaules et ma musculature développée, comme vous le voyez, toute la responsabilité de tout ce bordel. D'accord ?
Ça fait 7 ans que j'attends que ce type, qui est préfet, qui est censé avoir un peu de courage quand même, dise les choses. Il les a enfin dites. Bravo, je le remercie. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'entre ces deux notes de début mars et fin mars ou début avril, où il y a la même note des mêmes experts comptables qui disent c'est encore pire que pour la première, entre ces deux notes, ce type nous envoie à nous, à Césari, à moi, à l'UMP, un mail pour dire, suite à la réunion d'hier soir, le président vous demande d'organiser désormais un meeting par jour. C'est-à-dire qu'il est au courant qu'on va dans le mur et il demande à nous de faire ça. Et après, c'est à nous, à la fin de la campagne, de s'arranger pour faire rentrer 3 litres d'eau dans une bouteille d'1,5 litre. Hop, clique la Kodak, je m'en vais, je suis nommé préfet dans l'autre bout de la France, démerdez-vous. Ça commence à bien faire, hein. Mais Jérôme Lavrieux, il dit que Nicolas Sarkozy aussi est au courant. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit Ça qu'il fait en a aussi de parlé. Nicolas Sarkozy un responsable, il n'y a pas que Mais moi, je ne suis Lambert. pas juge. C'est le juge qui dira ça. C'est pas mon truc. Moi, je suis... Pourquoi vous le protégez à ce point? Je protège personne. D'accord? J'ai suffisamment de boulot avec ma propre petite personne, avec mes immenses défauts, pour me concentrer sur moi-même. C'est assez égoïste, d'accord. Et surtout, ne comptez pas sur moi pour me défendre en balançant sur les autres. Je ne suis pas construit comme ça. Je suis désolé. Il y en a au procès, hein, qui vont dire « Ah, mais moi, je venais le vendredi à 17h, je chinais 3 parapheurs parce qu'il y avait de la lumière. C'était pour rendre service, mais j'ai rien vu, j'ai rien su, j'ai rien... » Ils ont la liberté de se défendre comme ça. Je ne trouve pas ça très crédible, mais ils ont la liberté de le faire. Moi, j'assume. Ce que je vous dis là fait que je serai condamné. D'accord? Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous serez condamné? Ça veut dire que vous vous reprochez malgré tout. Je ne me suis pas opposé à quelque chose d'illégal. Quand cette campagne, qui a déraillé, qui a dérapé par son ampleur, que vous avez pu constater sur le moment, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'article pendant le moment, pas beaucoup. Je n'en ai pas vu, moi, qui disait attention, il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui... Voilà. Tout le monde trouvait ça à peu près génial, c'est superbe. Moi, à la fin, quand il s'est agi, on est venu me dire il y a une impasse, on ne sait pas tout faire rentrer dedans. J'ai eu une seule hantise, une seule. Et on pourra me condamner à tout ce qu'on veut. Je suis très content d'avoir eu cette hantise-là. Je ne voulais pas, au moment où on a fait rentrer ces 3 litres d'eau dans une bouteille d'1,5 litre, en épongeant la moitié sur le parti, je ne voulais pas qu'il y ait le moindre euro qu'on puisse soupçonner d'avoir été réglé en liquide. Ce qui est une grande première dans l'histoire de la Ve République pour toutes les élections présidentielles. D'accord? Donc ça, je m'enorgueillis d'avoir veillé à cela. Et pour pas qu'il y ait 1 euro en liquide qui soit... c'est l'enquête qui était sur la campagne de 2007. Hein? D'accord? Pour pas qu'il y ait 1 euro en liquide, il n'y avait qu'une seule solution. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, des fournisseurs qu'il fallait régler. C'est pas juste des conseils en l'air, etc. Tout a été retracé par le juge Tournaire. Eh bien, il fallait que quelqu'un le prenne en charge, ça ne pouvait être qu'un parti politique. C'est ce qui a été pris comme décision. Et je ne me suis pas opposé à cela. Donc, quand je ne m'y oppose pas, j'en endosse une partie de la responsabilité. Ça fait de vous un complice. Bien sûr, c'est pour ça que je suis poursuivi d'ailleurs. Jérôme Lavrieux, dans cette même enquête, complément d'enquête, Jean-Louis Debré affirme qu'alors qu'il était président du Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy l'a appelé. Sarkozy m'appelle, tu rectifieras tout et attention à tes responsabilités. Et Jean-Louis Debré ajoute, je sens bien qu'il y a des pressions, mais je suis intraitable. Oui. Voilà. Ça ne concerne pas l'affaire des comptes de campagne telle qu'elle aboutit. Mais est-ce que ça vous surprend? Non, mais c'est important ce que vous dites là. Parce que Debré, lui, il parle à ce moment-là. C'est en 2013, c'est là à ce moment-là que ça se passe, 1 an après les présidentielles. Il n'y a pas d'affaire que vous appelez à tort Big Malion. C'est le moment où les comptes de campagne du candidat sont invalidés. D'accord? Et ils sont invalidés parce qu'on vous présente ça, j'y ai contribué à vous le présenter à tous comme ça, comme un léger dépassement du compte. Oui. D'accord? Rien à voir avec Mais tout le monde oublie un autre paragraphe dans la décision du Conseil. C'est qu'une des motivations importantes de validation, c'est que le président en exercice ait qualité de président en fin novembre ou début décembre 2011, dans la période d'1 an qui précède la campagne, a organisé un immense meeting dans un zénith à Toulon, payé par l'Élysée, ce qui est l'aide d'une personne morale, ce qui, ipso facto, fait que vos comptes peuvent être annulés. Et vous savez qui avait organisé ce grand meeting payé par l'Élysée? Je pense que vous allez me le dire. Ben, c'est le chef de cabinet du président de la République. Et vous savez qui c'était?
Guillaume Lambert. C'est lui pour vous, le personnage clé? Non, mais je pense que c'est le personnage clé dans tout ce merdier, c'est l'incompétence. L'impréparation et l'incompétence. Il n'avait pas les capacités pour faire le job? Bah, visiblement, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu et en plus, nous avons tous quelques problèmes suite à cette campagne. Mais pardon, mais qui l'a choisi? Bah, pas moi. C'est Nicolas Sarkozy qui a choisi son directeur de campagne. Ça, j'imagine que ça ne lui a pas été imposé par une force supérieure. Est-ce qu'il pensait, lui, qu'il avait les compétences ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il soit incompétent, peut-être, pouvait être confortable? Je ne peux pas imaginer que Nicolas Sarkozy nomme quelqu'un dont il pense qu'il n'aurait pas les compétences. Vous aimez bien être au minimum sarcastique? C'est une question de survie. Vous êtes en survie aujourd'hui? Ah, mais moi, je suis hors de ma vie depuis 7 ans. Je suis hors de ma vie depuis 7 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ça fait 7 ans qu'il n'y a pas une journée sans qu'on me parle de ça. Et ça veut dire qu'il y a 7 ans, j'ai perdu mon boulot. Il y a 7 ans, j'ai perdu tout mon réseau social, tout mon environnement social et professionnel. Voilà. Et il y a 7 ans, 98% des gens qui me parlaient ont arrêté de me parler. Il y a 7 ans, on m'a coupé mon téléphone portable avec toute ma mémoire. Votre téléphone portable, c'est votre mémoire. On me l'a coupé sans préavis. Il y a 7 ans, un journal local titrait que le restaurant de ma sœur allait avoir une descente des services vétérinaires, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs. Voilà. Il y a 7 ans, une journaliste a frappé chez mes parents, mon père a ouvert, lui a tendu le micro, ça fait quoi d'avoir un fils voyou? J'ai pas été entendu, pas jugé, rien du tout. Voilà. Et donc voilà, Dieu merci, ici je respire, je donne le change, je fais comme si tout va bien, mais tout va pas bien, parce que il y a un procès qui s'annonce, je suis prêt à en assumer les conséquences. Bon, c'est un peu le merdier, parce que mon avocat est totalement hors d'état de me défendre, je vais voir, voilà. Mais après tout, ça un peu plus, un peu moins, voilà. Votre avocat, un instant Oui. là-dessus, il est atteint du Covid. Oui. Il ne pourra pas. Il est en réanimation au moment où je vous parle. Il est en réanimation. Oui. Donc vous avez demandé à ce que le procès puisse être décalé. Quelles sont les réponses qu'on vous apporte? J'en sais rien. On le saura mercredi. Si le procès n'est pas décalé et qu'il se tient bien aux dates indiquées, alors il faudra me vous irez commettre un avocat d'office. Je n'ai pas d'avocat, je ne désignerai pas d'avocat. Vous êtes inquiet? Ça fait 3-4 jours que je ne dors pas beaucoup. Mais voilà, je ne sais pas comment faire. Personne ne sait me donner de réponse à l'heure actuelle. Vous avez, j'imagine, frappé aux portes Je sais que les avocats de toutes les parties se sont associés à cette demande de renvoi, mais je dépends d'une présidente du tribunal, qui sans doute est une personne extraordinaire, je ne la connais pas. Je verrai ça mercredi. Tout le monde me dit que, en toute logique, ça devrait l'être. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire une pression ou quoi que ce soit sur qui que ce soit. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'affronter la justice de mon pays. Je peux pas y aller tout nu. Déjà habillé, je suis pas terrible, mais à poil, ce serait vraiment compliqué. Et je peux pas y aller sans avocat. Donc je sais pas quoi faire. On verra. Rendez-vous mercredi. Étonnamment, vous avez dit tout à l'heure, depuis 7 ans, je suis hors de ma vie. Oui. Alors qu'on a plutôt l'impression que c'était avant que vous étiez hors de votre vie, non? Je sais pas. Il y a des banquettes, vous voulez que je m'allonge? Non, mais quand vous dites c'était une vie de maboule, pour reprendre votre terme, mais c'était votre vie. Moi, quand j'étais directeur de cabinet du groupe majoritaire à l'Assemblée, quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, à cause de vous, de vos confrères, j'étais sur le pont à 6h du matin pour faire la matinale de 7h20, je ne sais pas où, avec mon patron. Et puis après, j'allais à l'Assemblée, de réunion en réunion. Ça vous plaisait? Et je quittais l'Assemblée en général vers 2h du matin. Mais ça vous plaisait? Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Personne, même les gens qui m'aiment pas, vous diront, personne ne vous dira que j'étais un dilettante, que je faisais ça de manière... Voilà, tout le monde reconnaît que j'ai toujours beaucoup bossé, peut-être trop. Comme quand j'étais député européen. Ça me manque? Non, pas cette partie-là. J'aurais adoré rester député européen, mais... Juste après avoir été élu député européen sur la liste UMP, il y a cet entretien. Le lendemain. Le lendemain, l'entretien confession avec Ruth Elkrief, c'était le 26 mai 2014. J'aimerais qu'on écoute un extrait. Comment je vois demain?
J'aimerais bien pouvoir dormir. Vous savez, moi, je me suis jamais engagé. Je me suis pas engagé pour faire fortune. J'ai une maison. C'est mon seul bien. Et j'ai acheté il y a 6 ans. Que je retape tous les week-ends avec mon père. À la campagne. Il me reste 14 ans de crédit pour le rembourser. Moi, j'ai jamais fait ça pour me foutre du fric dans la poche. Voilà. Vous avez détourné le regard. Vous ne voulez pas revoir ces images? Non, je les ai jamais regardées. Je les ai lues, enfin, j'ai pas lu les images, mais on m'a fait lire le texte. Même les policiers m'ont fait lire le texte. Je les ai jamais regardées. Donc là, vous avez entendu à nouveau votre voix. Oui. Je ne reconnais pas ma voix, d'ailleurs. Mais on reconnaît rarement sa voix quand on se voit à la télé, mais oui. Et pourquoi ça vous... Parce que c'est un moment qui n'était pas calculé, c'est un moment qui est assez compliqué, voilà, qui a fait souffrir tellement de personnes. Et puis quand vous écoutez ça, j'ai l'impression, 7 ans après, je suis au même niveau. Voilà. Vous êtes inquiet de ce qui va se passer quand même dans ce procès? Ah oui, ça oui. Pas inquiet de répondre aux abrutis, j'en ai rien à faire. Surtout pas inquiet de répondre à la justice, au tribunal, que je respecte fortement. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Je ne suis même pas inquiet du fait d'être condamné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va me couper les 2 mains, les 2 oreilles, la tête? La peine qui me sera infligée sera toujours inférieure à la peine que je subis depuis 7 ans. C'est votre honneur? Ah oui. Alors c'est peut-être un honneur mal placé, qui ne suffit pas à faire de moi quelqu'un de forcément respectable, et moi j'ai ça. Et quand vous regardez toutes les affaires qui sont en cours, je m'honore de ne pas savoir ce que c'est que d'avoir un costume à 12 ou 13 000 euros. Et puis il faut se méfier. Moi j'ai la tête du coupable, Jean-François Copé aussi, et à la fin on se rend compte que c'est ceux à qui on donnait le bon Dieu sans confession qui sont plus coupables que les autres. À qui on donnait le bon Dieu sans confession? François Fillon. Voilà. Le type qui, pour avoir sa revanche de l'élection Copé-Fillon en 2012, est prêt à tuer Jean-François Copé. C'était une hargne, votre famille politique, mais alors, quand on vous entend... famille. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de hargne. Hein. Mes parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mes neveux et nièces sont charmants, ils sont adorables, ils sont là quand j'ai besoin, je suis là quand ils ont besoin. Ça, c'est une famille. L'expression famille politique, c'est une fausse expression, en fait. Ça rime à rien. Est-ce que le procès qui vous attend est un procès politique? Non. Je ne crois pas du tout à cette farce. Ça, c'est une farce pour les 20 heures. Là, vous faites référence à la façon dont Nicolas Sarkozy se défend de son dernier procès. Je sais pas, je regarde pas tout le temps le 20h, mais j'imagine que ça peut être ça, oui. Non, c'est une farce, le complot politique, le cabinet noir. C'est la seule fois de ma vie où j'étais d'accord avec François Hollande, c'est quand j'ai vu qu'il a démenti ce truc. C'est une farce. Des juges, d'ailleurs, moi, l'instruction, c'est pas faite par le parquet national financier. C'est faite par un juge d'instruction indépendant. C'est tout. Il a fait son boulot. C'est trop facile de rejeter la faute sur les juges. J'ai constaté de l'intérieur. Je peux vous dire que tout ceci m'a réconcilié avec la justice. J'ai affaire à des policiers ni méchants ni gentils, qui ont fait leur travail, des experts ni incompétents, avec l'envie de se faire un politique. Un juge qui a fait son boulot, sereinement, sans être agressif, sans être complaisant. Voilà. Donc, Ils font leur job. Je ne crois pas du tout à ces trucs. Je trouve en plus c'est pas bien, c'est pas un bon système de défense. Donc quand vous entendez du côté de Nicolas Sarkozy, comme du côté de François Fillon, l'idée que la justice... Ça s'appelle des EDL. Éléments de langage. Voilà.
Et vous êtes mis en examen, vous allez dans l'armoire, vous regardez. Alors pour mise en examen, c'est quoi le dossier? Je sors à l'affiche EDL, procès politique, les juges rouges ou les juges bleus, ça dépend de votre camp, etc. Vous venez d'être condamné en première instance. Ah, je vais sortir l'autre dossier, autre élément de langage. Ça, c'est juste. Et personne n'y croit. Plus personne n'y croit. Il faut arrêter de faire ça. Personne n'y croit. Ça n'a aucun sens. Vous croyez que le juge Tournaire avait envie de se taper Jérôme Lavrieux ou Nicolas Sarkozy ou Fabienne Ladze ou je ne sais pas qui? C'est quoi ça? Donc ça veut Je dire... vous rappelle juste un petit truc qui échappe à tout le monde. Ah, je vais m'en prendre plein la gueule sur Internet quand je vais dire ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est qu'ils ont tous des bibles pour savoir comment ils doivent faire. D'accord? Et elles sont établies, c'est des codes. Vous savez, en général, ils sont rouges. Ça s'appelle le code. Voilà. Mais qui... Code civil, code pénal. Oui, d'accord. Et c'est le fruit de quoi? C'est pas eux qui se réunissent dans un petit bureau puis disent, bah, nous, on va faire comme ça. Ce sont les législateurs qui ont fait ça. Donc si on est condamné... Ce sont des lois. Si on est condamné... La loi de 95 sur le financement de la vie politique, c'est qui est-ce qui l'a faite? Elle est renforcée à chaque fois. Donc plaider cette naïveté, plaider cette victimisation... Par essence, dans une démocratie, si vous êtes condamné, c'est que vous méritiez de l'être. C'est la reconnaissance de la chose jugée. Ce qui n'empêche pas d'avoir le droit, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif, d'être présumé innocent et de vous défendre. Et vous pouvez aussi vous défendre en critiquant tout le monde. Je pense juste que c'est contre-productif. C'est inutile. On le sent bien, vous ne le défendez plus beaucoup, Nicolas Sarkozy. Vous avez fait un peu par avant quand même? Ou en tout cas, vous avez dit je ne sais pas, je ne veux pas savoir? J'ai dit ce qui était ma vérité. Vous lui en voulez? À qui? De vous avoir entraîné tous dans cette aventure de rockstar qui peut-être était excessive? Non. Vous en voulez à quelqu'un? Non. Même pas à Guillaume Lambert? J'essaie d'être positif dans la vie, vous savez, faut avoir de son mépris. Hein. Pourquoi voulez-vous me tirer vers le bas, vers des sentiments je m'en fous. C'est des gens qui feront plus partie de ma vie. Enfin, concrètement, je les aurais toujours dans un coin de ma tête, mais non. Ça serait trop d'honneur. Vous la regrettez quand même un petit peu. Enfin, vous dites quand même que parfois ça vous manque, mais en même temps en disant que c'est comme une drogue, donc comme une drogue qui manque à celui qui n'est plus drogué. Mais si demain on vous disait, bah, tu peux devenir maire de Saint-Quentin, où vous avez tant aimé être. Mais on ne dit pas tu peux devenir, c'est les électeurs qui doivent. Oui, dire mais ça. voilà, viens, on t'attend. Mais moi je ne suis pas pour la langue de bois. Il y a eu des élections municipales en mars 2020. On m'aurait dit, tiens, en fait, t'es pas aussi mauvais que certains l'écrivent. Sois sur ma liste, tu seras maire adjoint. J'aurais dit oui tout de suite. Pour Saint-Quentin, pas pour autre chose. On m'aurait dit, objectivement, tu fais partie des types qui ont fait un super boulot au Parlement européen. Tu as une vraie expérience, tu sais comment ça fonctionne, tu as bien défendu les intérêts de la France, des travailleurs français, des chauffeurs routiers pour lesquels tu as fait évoluer les choses. Reste. J'aurais dit oui, avec un immense plaisir, même sans indemnité. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de 2 gîtes, ici même, donc. Malgré tout, cette vie, vous avez envie qu'elle continue après le procès? Je ne sais pas quelle sera cette vie après le procès. Moi, j'ai une petite idée, vous savez exactement ce qui va se passer. C'est que la plupart des gens feront appel. Donc dans un an, un peu plus d'un an, parce qu'il y a la présidentielle, il y aura l'appel. Donc 2e procès. Je peux bloquer les chambres pour que vous reveniez dans le gîte, faire une interview dans un an. Et puis après, le jugement en appel. Il y aura un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, comme personne n'est mis en prison en attendant, rendra sa décision 1 an après. Elle cassera une partie du procès. Il y aura un nouveau jugement 1 an après. J'en ai encore pour 4 ans. Vous le vivez comme... quand vous dites « j'en ai encore pour 4 ans », c'est un supplice. Je ne veux pas me comparer au Christ. En plus, je suis croyant, mais c'est un vrai chemin de croix, oui. Et j'en suis à 7 ans de peine, et je sais, j'en ai encore pour 3 ou 4 ans. C'est-à-dire 11 ans. Votre peine, je prends 11 ans, et après les 11 ans, j'aurai une peine de justice, judiciaire,
Mais qui vous inquiète moins presque que cette peine de l'attente? Bah, ça m'inquiète moins. Si on décide de me foutre en cabane à la santé, ça va me faire un choc thermique les premiers jours, hein, quand même. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais en attendant, ça sera en plus des 11 ans que j'ai pris. Et quand je sortirai, il y aura toujours quelqu'un. J'ai pris perpète. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, etc. Toutes les personnes qui sont sur le banc, ils sont dans le, je pense, je ne les ai pas revus depuis 7 ans, ils seront sans doute dans le même état d'esprit. Vous redoutez ces retrouvailles? Non. Certains vont prendre comme stratégie de tout me foutre sur le dos et d'y aller à fond. Il y a un dossier à un moment. Hein. Il y a une enquête. Hein. Il y a des papiers, il y a des trucs. Vous y croyez encore à la politique? Oui. Vous êtes encore de droite? Ah ah, laquelle? C'est quoi la droite aujourd'hui? C'est qui la droite aujourd'hui? C'est qui votre droite à vous aujourd'hui? Qui est celui qui serait le plus fidèle à la droite à laquelle vous apparteniez? Au jour d'aujourd'hui. Enfin, je ne peux pas le dire parce que si je le dis, je ne suis pas sûr que je rende service à la personne que je pourrais citer, mais j'ai beaucoup d'affection. Alors, il représentera sans doute jamais la droite à une élection présidentielle, mais pour Jean-François Copé, je regarde avec attention et beaucoup d'affection le parcours de Xavier Bertrand, par contre. J'ai appelé à voter Emmanuel Macron avant le premier tour, moi, pas entre les deux ni après. Il y en a qui ont même appelé à voter pour lui après le second tour. Hein. Pour être ministre, c'est mieux. Mais moi, j'ai appelé avant. Vous pensez à qui? Personne. À ceux qui sont de droite dans le gouvernement actuel? Non, non, pas du tout. Il y a des gens qui sont très bien, ils ont eu parfaitement raison de le faire. Parfaitement raison de le faire. Pour vous, c'est pas des traîtres? Contrairement à ce que... Mais des traîtres, ils ont trahi qui? Ils ont trahi quoi? La vraie droite, elle est peut-être là. Non, mais précisément, la vraie droite, pour vous, si elle est... vous voulez me faire dire que pour moi... La fidélité à vos idées, elle est là aujourd'hui. Ah oui, elle est chez quelqu'un comme Bruno Le Maire, non, comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin. Je suis beaucoup plus en accord avec la politique menée par Emmanuel Macron dans des conditions extraordinairement difficiles que je ne peux l'être avec la droite de M. Retailleau. Blague. Ça n'a rien à voir avec ce pourquoi moi je me suis engagé en politique en mars 89. Vous savez, j'ai pas fait Sciences Po, l'ENA, virgule, collaborateur d'un ministre, virgule, investiture aux législatives, virgule, ministre. Moi, je m'y suis engagé parce que, vous savez pourquoi je suis rentré en politique? Au-delà du type qui critique à la télé tout ce qu'il voit, c'est parce que ma ville, en mars 89, elle est passée du RPR aux communistes. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et en mars 89, je ne savais pas que quelques mois plus tard, le mur de Berlin allait s'effondrer et nous, on devenait communistes. J'ai regardé où était la permanence. J'ai vu RPR, 6 rue d'Issenguin. Elle n'y est plus, c'est pas la peine d'aller chercher. 6 rue d'Issenguin, j'y suis allé. J'ai frappé à la porte dans la semaine qui a suivi la défaite. Ça se fait jamais. Hein. Il y a un type qui m'a ouvert, taille moyenne, un petit peu corpulent à l'époque, même s'il n'a pas beaucoup maigri depuis, qui m'a dit « Bienvenue, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit je veux adhérer parce que je suis dégoûté du résultat de l'élection et je m'en étais pas occupé. Et je pense que... Il dit « Mais je te fais ta carte. Tu t'appelles comment ?» Jérôme Lavrieux. Et je dis « On se tutoie et toi tu t'appelles comment ?» Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. C'est drôle dans ma vie quand même. Xavier Bertrand face à Emmanuel Macron aujourd'hui, vous seriez partagé? Ah non, je voterai Xavier Bertrand. Sans hésiter. Oui, bien sûr. Elle a encore une chance, cette droite-là? C'est difficile. C'est difficile. Parce que Macron est un nouveau venu dans le jeu. Et il ne prend pas juste à droite, il ne prend pas juste à gauche, il prend un peu des deux. Voilà. Et comme tout le monde a décidé que Marine Le Pen irait au second tour, il n'y a plus qu'une place. Qu'est-ce que vous attendez, Jérôme Lavrieux, des jours, des mois, des années qui viennent? J'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait vous donner une forme de paix? Je sais pas. Mais quand tout ce cinéma va être parti, vous allez remballer vos 12 caméras et vos 3 véhicules, vous allez partir bien vite et bien loin, je vais changer, je vais enlever mon jean, je vais mettre mon jean tout pourri, je vais remettre mes baskets, puisqu'il y a un journaliste qui a parlé que mes baskets étaient pourries, comme vous veniez, je mets des mocassins, ça me rappelle des vieux souvenirs, du temps où je me faisais beau pour aller à la télé. Et puis, je vais prendre ma cloueuse électrique, ma scie circulaire, et je vais aller faire des travaux. C'est là que vous trouvez la paix? Je le pensais, jusqu'à ce que vous vous rappeliez tous à mon bon souvenir. Vous avez hâte que tout ça se termine?
C'est même pas le sujet. Je n'ai pas de maîtrise. Mais pardon, mon boulot, je veux pas non plus. Apolline de Malherbe, mon boulot, toute ma vie, ça a été d'essayer de maîtriser le calendrier. Pour les autres. Mais précisément, là encore, vous le maîtrisez. En politique, le calendrier... Vous n'allez pas non plus me raconter que c'est nous qui nous imposons à vous, que... Non, je suis d'accord avec vous. Mais je ne vais pas imiter Jacques Chirac face à Mitterrand. Faut pas surjouer le petit garçon émotif. Mais je ne surjoue pas du tout le petit garçon émotif. Franchement, vous me connaissez mal, vraiment. Je ne vous ai pas appelé pour venir. C'est juste, bien sûr. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tout à fait juste, parfaitement juste. Mais comme toujours, ce sont nous, les journalistes, qui faisons des demandes. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas le petit garçon naïf, émotif, etc. Ça se joue au tribunal, ça se joue en dehors du tribunal. À l'heure où je vous parle, les conseillers en communication de Nicolas Sarkozy, dans les bureaux de la rue Miromesnil, payés par le contribuable, défilent pour qu'on leur explique ce que va être le procès. Ils l'ont fait pour le procès Bismuth, ils sont en train de le faire. Je ne peux pas rester sans ça. J'ai déjà pas d'avocat en ce moment. Mais vous pensez que ça va me faire plaisir quand je vais aller faire mes courses à l'Intermarché du coin? Il faut dire ou Super U ou je sais pas quoi pour que vous n'ayez pas de problème. Puis on va dire, ah, regarde, c'est lui. Alors je suis peinard. Oui, mais il y a comme encore... Mais je suis obligé de me prêter à cet exercice. Parce que personne ne va le faire à ma place. Je suis obligé de me défendre. Vous voyez les forces qui sont en face? Les moyens qui peuvent être déployés qui sont en face? Vous prenez M. Lambert, là. Il a été recasé comme préfet. Les autres, ils sont quasiment tous élus à nouveau. Ça ne posait aucun problème à personne. À vous? À moi, ça ne me pose pas un problème qu'il soit préfet ou qu'il soit élu. Ça me pose un problème que moi, je n'ai pas été nommé préfet. Oui, ça, j'aurais aimé être nommé préfet. Et qu'on me dit, tiens, bah, voilà un bureau, tu t'occupes, tu fais ce que tu veux. Mais à la rigueur, je suis mieux ici quand même. Jérôme Lavrieux, merci, merci à vous de m'avoir reçu. La suite, évidemment, avec cette décision que vous attendez, de savoir si votre procès sera décalé pour attendre que votre avocat aille mieux. Et puis, évidemment, la suite au procès. Merci. On verra.